50 invités fortunés regardèrent avec horreur un garçon de 12 ans, vêtu de vêtements maculés de boue, être traîné vers l'entrée de la majestueuse maison de campagne du Val-de-Loire. Le millionnaire le pointa du doigt comme s'il s'agissait d'un déchet, le rire cruel de sa famille résonnant contre les murs de marbre. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que dans exactement 4 minutes, un seul mot transformerait leur soirée parfaite en un cauchemar que personne n'oublierait jamais. Sécurité, sortez cet enfant crasseux de ma maison. La voix de Nicolas tonna à travers la grande salle de bal, réduisant le quatuor à cordes au silence en plein milieu d'une note. Les verres de vin rouge se figèrent en l'air. Les conversations moururent. 50 paires d'yeux se tournèrent vers l'entrée du manoir où un petit garçon couvert de boue se tenait tremblant. Léo avait réussi à entrer de justesse. Il s'était faufilé par l'entrée de service pendant le coup de feu du service type bistrot, désespéré d'atteindre Monsieur Nicolas avant qu'il ne soit trop tard. Les mots de sa mère résonnaient dans son souffle court. Trouve Nicolas. Fais-le écouter. C'est ta seule chance. Maintenant, debout au centre de cette richesse inimaginable, sous les lustres en cristal, sur les sols en marbre, entouré de femmes ruisselantes de diamants, Léo réalisa qu'il avait commis une terrible erreur. Je suis désolé, chuchota Léo, sa voix perdue dans l'espace caverneux. J'ai juste besoin de parler à Monsieur Nicolas. C'est à propos d'eux. Tu dois partir. Lucas matérialisa devant lui, bloquant son chemin. À 17 ans, Lucas portait un costume de créateur taillé sur mesure à Paris qui coûtait plus cher que les dépenses annuelles de Léo. Son beau visage se tordit de dégoût. Avant que tu ne contamines quelque chose de coûteux. Un rire nerveux parcourut la foule. Madame Monique, drapée de fourrure malgré la douceur printanière, serra ses perles. Nicolas, chéri, d'où sort cet enfant? Du ruisseau apparemment, dit Valérie, descendant le grand escalier dans une robe cramoisie assortie à son rouge à lèvres et à son cœur froid. Ses talons claquaient comme un compte à rebours. Regardez-le. De la boue sur nos tapis persans. Est-ce du ruban adhésif sur ses chaussures? D'autres rirent, plus fort cette fois, enhardis. Le visage de Léo brûlait. Il baissa les yeux vers ses baskets. Le ruban gris les tenait à peine ensemble, laissant des empreintes sales sur le marbre blanc immaculé. Sa veste, de taille trop grande, dégoulinait d'eau de pluie. Son jean, usé aux genoux, était crotté de boue après le long voyage en TER suivi de la marche sous l'orage. S'il vous plaît, tenta à nouveau Léo, la voix brisée. Je ne serais pas là si ce n'était pas important. Ma mère a dit. Ta mère aurait dû t'enseigner les limites, l'interrompit Lucas, encerclant Léo comme un prédateur. Il sortit son téléphone pour filmer. Et tout le monde souriait. Nous documentons le moment où un gamin des rues a cru pouvoir s'incruster au gala annuel. Lucas, ça suffit. Manon, 15 ans et mal à l'aise dans sa robe de créateur, toucha le bras de son frère. C'est juste un gamin. Exactement. Un gamin qui n'a pas sa place ici. Lucas zooma sur le visage de Léo. Regardez-le. Il ne s'est probablement pas douché depuis des semaines. Imaginez les maladies. Pierre, un sénateur distingué, gloussa depuis sa position près du bar. Nicolas, tu devrais vraiment améliorer ta sécurité. Et s'il avait été dangereux? Il est dangereux, dit Valérie en rejoignant le côté de Nicolas. Ensemble, ils ressemblaient à une royauté moderne. Puissant, beau, intouchable. Il met nos invités mal à l'aise. Je n'essaie pas de causer des ennuis, dit Léo, sa voix plus forte maintenant, poussée par le désespoir. Monsieur Nicolas, s'il vous plaît, juste 5 minutes. Ma mère est Sandrine. Elle a dit que vous vous souviendriez d'elle. Elle a dit. Le visage de Nicolas devint livide. Pendant une seconde, tout s'arrêta. Puis le rire de Valérie brisa le moment, aigu, amer, complice. Oh, oh, c'est excellent. Nicolas, chéri, sommes-nous hantés par ton passé ce soir? La foule remua, sentant le drame. Les téléphones apparurent. Les murmures commencèrent. Le sourire de Lucas s'effaça. Maman, de quoi parles-tu? De rien. La voix de Nicolas était figée. Stéphane, où est la sécurité, bon sang? Juste ici, monsieur. Stéphane, le chef de la sécurité, apparut avec 2 gardes, mais ses yeux, entraînés à lire les gens,
s'attardèrent sur le visage de Léo avec une reconnaissance troublante. Faites-le sortir maintenant. Attendez. Le cri de Léo résonna dans la salle de bal. S'il vous plaît, écoutez simplement. Ma mère est mourante. Elle est au centre hospitalier de Tours en ce moment même. Une maladie très grave, avancée. Le médecin a dit des jours, peut-être des heures. Elle a besoin. Elle a besoin d'arrêter d'utiliser son enfant pour manipuler des étrangers, claqua Valérie. Garde, emmenez-le. Je ne manipule personne. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Léo. Brûlante et impossible à arrêter. Elle meurt. Vous ne comprenez pas? Elle est tout ce que j'ai et elle meurt. Et elle m'a dit. Elle m'a dit. Les gardes saisirent ses bras. Léo se débattit. Sa petite silhouette ne faisait pas le poids face à des hommes adultes. Elle m'a dit que vous étiez un homme bon. Les mots explosèrent de Léo avec une douleur si brute que plusieurs invités détournèrent le regard. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, vous m'aideriez. Elle a dit que vous comprendriez. Elle a dit. Ta mère a menti. La voix de Lucas coupa comme du verre. Mon père ne te connaît pas. Il ne la connaît pas, et il ne te doit certainement rien. Lucas a raison. La voix de Nicolas était creuse. Morte. Sortez-le. S'il revient, appelez la police. Non. Léo se tordit dans l'emprise du garde, son désespoir lui donnant une force sauvage. Vous ne comprenez pas. Elle a des papiers, des dossiers médicaux. Elle m'a fait promettre. Assez. Rugit Nicolas. Je me fiche des papiers, des promesses ou des histoires larmoyantes. Tu as envahi ma maison. Tu as perturbé mon événement. Tu vas partir maintenant ou je te ferai arrêter pour violation de domicile. La salle de bal tomba dans le silence. Même le quatuor à cordes semblait horrifié. Léo cessa de se débattre. Il devint complètement immobile, fixant Nicolas avec ses yeux bruns foncés cerclés d'or. Ses yeux distinctifs, inoubliables. Elle avait raison sur une chose, chuchota Léo. Elle a dit que vous étiez un lâche. Elle a dit que c'est pour ça qu'elle ne vous l'a jamais dit. Elle a dit que vous vous enfuiriez. Le visage de Nicolas se tordit. Sortez-le. Alors que les gardes traînaient Léo vers la porte, il sortit quelque chose de sa veste. Une enveloppe froissée, miraculeusement restée sèche. Elle tomba sur le sol en marbre, glissant sur le carrelage coûteux. Ce sont ces dossiers médicaux. Hurla Léo. C'est le formulaire de consentement pour les tests génétiques. C'est la preuve que... La porte claqua, coupant ces mots. Silence. Valérie se pencha gracieusement, récupérant l'enveloppe du bout des doigts comme si elle pouvait être contaminée. Elle la retourna, lut l'étiquette de l'hôpital, et son visage devint soigneusement inexpressif. Eh bien, elle tendit l'enveloppe à Nicolas. Tu ne vas pas l'ouvrir? Il n'y a rien à ouvrir. Mais les mains de Nicolas tremblaient en prenant l'enveloppe. C'est évidemment une arnaque. Alors ouvre-la, pressa Valérie, sa voix mielleuse, douce et venimeuse. Prouve à tout le monde ici que c'était juste un enfant au hasard cherchant l'aumône. Les invités se pressèrent, leur malaise précédent oublié au profit du scandale. C'était meilleur que n'importe quel divertissement que Nicolas aurait pu planifier. Lucas arracha l'enveloppe des mains de son père. Je vais le faire. Je vais prouver que tout ça est. Il s'arrêta, son visage vidé de toute couleur. Lucas? Manon s'approcha de son frère, regardant les papiers. Son halètement fut audible. Oh mon Dieu, quoi? Le calme de Valérie se fissura. Qu'est-ce que ça dit? Les mains de Lucas tremblaient si violemment que les papiers s'entrechoquaient. Il leva les yeux vers son père et il y avait quelque chose de terrible dans son regard. Trahison. Compréhension. Horreur. C'est un acte de naissance, chuchota Lucas. Léo. Né il y a 13 ans au centre hospitalier de Tours. Sa voix se brisa. Mère. Sandrine. Père. Il ne put le dire. Il tendit le document à la place. Dans l'espace pour le nom du père était imprimé, Nicolas Jacques. La salle de bal explosa. Halètement, cris,
téléphone capturant tout. Madame Monique trébucha réellement, rattrapée par le sénateur. Le quatuor à cordes avait abandonné toute prétention de jouer. Valérie émit un son comme si elle avait été poignardée. Non. Non. Tu m'avais dit que c'était fini. Tu m'avais promis. Je ne savais pas. La voix de Nicolas venait de quelque part très loin. Valérie, je jure que je ne savais pas pour l'enfant. Elle ne m'a jamais dit. Je n'ai jamais. Tu l'as jeté dehors. Le cri de Lucas réduisit tout le monde au silence. C'est ton fils et tu l'as jeté dehors comme une ordure devant tout le monde. Tu l'as humilié. Tu. Sa voix se brisa complètement. Je l'ai humilié. Je l'ai filmé. Je l'ai traité de malade. Et c'est mon frère. Le mot resta suspendu, non prononcé. Manon pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulant sur son visage. Nous devons le récupérer. Papa, nous devons. Il y a plus. La voix de Lucas était creuse alors qu'il parcourait les papiers. Formulaire d'admission à l'hôpital, état critique. Ses organes internes lâches. La patiente Sandrine nécessite une greffe immédiate. Meilleure chance de compatibilité, famille immédiate. Il leva les yeux. Son visage avait vieilli d'une décennie en quelques minutes. Elle meurt. Et nous venons juste. Nous venons juste de jeter son fils. De nous moquer de lui. De le détruire. Nicolas bougea. Puis courut finalement vers la porte. Il la franchit avec fracas. Valérie et Lucas juste derrière. Manon suivant. Les invités affluèrent après eux comme une vague, incapables de résister au drame. La pluie s'était intensifiée. Dans l'allée circulaire, éclairée par les lumières du manoir, Léo était assis sur le pavé mouillé près de la fontaine. Il ne pleurait plus. Il avait dépassé les larmes pour entrer dans une sorte de choc engourdi. Sa petite silhouette tremblait de froid. Ses lèvres avaient une teinte bleutée. Il serrait son sac à dos comme si c'était la seule chose solide dans un monde en dissolution. Léo. La voix de Nicolas était méconnaissable. Le garçon leva lentement les yeux quand il vit Nicolas, vit les papiers dans les mains de Lucas. Son visage ne montrait aucun espoir, seulement de la résignation. « Je pars », dit Léo doucement. « Je suis désolé de vous avoir dérangé. Je dirai à maman. Je lui dirai que je ne vous ai pas trouvé. Elle n'a pas besoin de savoir. Elle peut mourir en pensant que vous auriez pu aider si vous aviez su. Ne fais pas ça. » Nicolas s'agenouilla sous la pluie, ruinant ses chaussures à 1000 €. « Ne pars pas. S'il te plaît. » « Pourquoi pas ?» La voix de Léo était éteinte. « Vous avez été clair sur le fait que je n'ai pas ma place ici. Votre fils a été clair. Votre femme a été claire. Tout le monde dans cette pièce a été très clair. Ils avaient tort. » La voix de Nicolas se brisa. « J'avais tort. Mon Dieu, Léo, j'avais tellement tort. » Vraiment ? Léo se leva sur des jambes tremblantes. « Maman a dit que vous aviez une nouvelle famille. Une famille parfaite. Elle a dit qu'elle ne vous avait jamais parlé de moi parce qu'elle ne voulait pas gâcher ça. On dirait qu'elle avait raison. » Il fit un geste vers la maison de campagne. La foule qui regardait bouche bée. « Votre vie parfaite. Considérez qu'elle est toujours parfaite. Je n'ai jamais été ici. » Il se tourna pour partir. « Tu as mes yeux. » La voix de Lucas l'arrêta. Léo se retourna lentement. Lucas descendit les marches, ne se souciant plus de son costume de créateur sous la pluie. Il se tint devant Léo, le regardant vraiment pour la première fois. « Tu as nos yeux. Le cercle d'or. Papa l'a. Je l'ai. Ma grand-mère l'avait. C'est génétique, distinctif, rare. » Il sortit son téléphone, le tint en l'air. Sur l'écran se trouvait la vidéo qu'il avait enregistrée. Le visage de Léo terrifié et humilié. Ses yeux clairement visibles même à travers la peur. Ses yeux. « Je suis désolé », chuchota Lucas. « Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. J'aurais dû regarder. J'aurais dû voir. J'aurais dû être meilleur.
Mais je regarde maintenant et je te vois. Je te vois et tu es mon frère. Le mot prononcé à haute voix brisa enfin quelque chose en chacun d'eux. Manon s'avança, la pluie trempant sa robe coûteuse. Je te vois aussi, et j'ai honte. J'ai tellement honte de ce que nous t'avons fait. Valérie se tenait à l'écart, silencieuse, son visage un masque d'émotions complexes, mais même elle ne les contredit pas. Nicolas tendit la main lentement, donnant à Léo toutes les chances de se retirer. Quand le garçon ne bougea pas, Nicolas plaça ses deux mains sur ses petites épaules. Il y a 14 ans, j'ai fait le choix de m'éloigner de ta mère. Je pensais faire la bonne chose. J'étais fiancé à Valérie. Je pensais être honorable. Sa voix craqua. J'étais un lâche. Ta mère avait raison. Et à cause de ma lâcheté, tu as passé 13 ans sans père. Ta mère a passé 13 ans à t'élever seule. Et maintenant elle meurt. Et tu es venu ici terrifié, désespéré, et je. Il ne put finir. Vous m'avez jeté dehors, finit doucement Léo. Oui. Les larmes de Nicolas se mélangeaient à la pluie. J'ai jeté mon propre fils devant 50 personnes. Je les ai laissés t'humilier. J'ai laissé Lucas t'humilier parce que j'avais trop peur d'affronter mon passé. Trop peur de laisser mon image parfaite se fissurer. Il attira Léo contre lui. Et le garçon était si froid, si fragile. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait ce soir, mais je peux commencer à être ton père dès maintenant. En commençant par sauver ta mère. Léo se recula, ses yeux cherchant le visage de Nicolas. Vous ferez le test génétique? Nous tous, le ferons, dit Nicolas fermement. Il regarda Lucas et Manon. N'est-ce pas? Oui. Lucas bougea pour se tenir à côté de son père. Tout ce dont elle a besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Manon les rejoignit, créant un demi-cercle autour de Léo. Tu es de la famille. Tu as toujours été de la famille. Nous ne savions juste pas. Les invités regardaient depuis l'embrasure de la porte, leur téléphone enregistrant chaque instant. Demain, ce serait partout. La parfaite famille révélée comme brisée. Le fils secret publiquement humilié puis réclamé. Mais en ce moment, rien de tout cela n'importait. Ce qui importait, c'était Léo regardant les trois personnes qui partageaient ses yeux distinctifs et s'autorisant, peut-être pour la première fois de sa vie, à espérer. Demain matin, dit Nicolas, première heure, nous allons au centre hospitalier de Tours, nous rencontrons ta mère. Nous faisons les tests, nous tous. Et ce soir? La voix de Léo était si petite. Ce soir, tu viens à l'intérieur. Tu te réchauffes. Tu manges. Tu te reposes. Nicolas se leva, gardant une main sur l'épaule de Léo. Tu es à la maison maintenant. Maison. Léo répéta le mot, étrange et précieux. Alors qu'il marchait vers le manoir, Nicolas, Lucas, Manon et Léo. Valérie resta figée sur les marches, regardant son mari revendiquer son fils secret, regardant ses enfants embrasser leur frère caché, regardant son monde parfait se dissoudre sous la pluie. Mais dans ses yeux, sous la colère et la trahison, quelque chose d'autre vacillait. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'acceptation. Ou peut-être juste le début de celle-ci. Les invités s'écartèrent silencieusement au passage de la famille, leur jugement remplacé par quelque chose de plus compliqué. Plusieurs femmes pleuraient. Le sénateur Pierre eut la grâce d'avoir l'air honteux. Madame Monique avait retiré son téléphone du mode enregistrement. Parce que parfois, le moment le plus viral n'est pas l'humiliation, c'est la rédemption qui suit. Le couloir de l'hôpital sentait l'antiseptique et l'espoir mourant. Léo marchait devant, ses vêtements empruntés à un vieux pantalon de survêtement et un sweat à capuche de Lucas flottant sur sa silhouette mince. Derrière lui, la famille avançait comme des étrangers forcés de rester ensemble sur un navire en perdition. Chacun perdu dans sa propre tempête d'émotions. Les mains de Nicolas tremblaient alors qu'il vérifiait à nouveau le numéro de la chambre. 847. La chambre de Sandrine. La femme qu'il avait aimée il y a 13 ans. La femme qu'il avait abandonnée. La femme qui avait élevé son fils en silence pendant qu'il bâtissait un empire. Papa. La voix de Lucas était calme. Ça va? Nicolas faillit rire. Est-ce que ça allait? Au cours des 12 dernières heures,
il avait découvert qu'il avait un fils. Humilier ce fils devant 50 personnes. Et maintenant, il était sur le point d'affronter les conséquences de la pire décision qu'il ait jamais prise. Non, dit honnêtement Nicolas. Ça ne va pas. Manon marchait près de Léo, l'étudiant avec l'attention prudente de quelqu'un essayant de mémoriser un étranger qui n'était pas censé en être un. Est-ce qu'elle sait? Ta maman? Est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé hier soir? Léo secoua la tête. Je lui ai dit que je vous avais trouvé, que vous aviez accepté d'aider. Je ne lui ai pas parlé d'eux. Il ne put finir. De l'humiliation, d'avoir été traité de malade, d'avoir été jeté dehors comme une ordure. Bien, chuchota Manon. Elle n'a pas besoin de savoir. Elle devrait penser. Elle devrait penser que nous t'avons accueilli. Valérie marchait à l'écart de tout le monde. Son manteau de créateur serré contre elle malgré la chaleur de l'hôpital. Elle n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté le manoir du Val-de-Loire. N'avait pas regardé Nicolas. N'avait pas reconnu l'existence de Léo au-delà d'un signe de tête sec quand il l'avait remercié d'être venu. Ils s'arrêtèrent devant la chambre 847. À travers la petite fenêtre, ils pouvaient voir une silhouette dans le lit. Petite, frêle, connectée à trop de machines. La main de Léo plana au-dessus de la poignée de porte. Elle est vraiment malade. Les traitements ne fonctionnent plus. Son corps est. Il s'éteint. Sa voix se brisa. Elle a l'air différente de la semaine dernière. S'il vous plaît ne la laissez pas voir que vous êtes choqué. Il poussa la porte. La femme dans le lit tourna la tête et le monde de Nicolas s'arrêta. Sandrine, même après 13 ans, même ravagée par ses reins défaillants. Même avec sa peau devenue jaune grisâtre à cause des toxines que son corps ne pouvait pas filtrer. Ses yeux enfoncés, ses cheveux noirs autrefois magnifiques, fins et cassants. Nicolas l'aurait reconnu n'importe où. Léo. Sa voix était fine comme du papier. Tu les as amenés. Maman. Léo se précipita à ses côtés, prenant sa main avec une douceur infinie. Ils sont venus. Tous. Ils vont faire les tests aujourd'hui. Les yeux de Sandrine passèrent de son fils aux 4 personnes encombrant l'embrasure de la porte. Son regard se verrouilla sur Nicolas, et quelque chose de compliqué traversa son visage. Douleur, colère, désir, regret. Tout ce qu'il ressentait lui était renvoyé. Nicolas. Son nom sur ses lèvres était un fantôme du passé. Tu n'as pas changé. Sandrine, je. Les mots lui manquèrent. Que pouvait-il bien dire? Je suis désolé, semblait obscène, trop petit, trop inutile. Tu ne savais pas. Sandrine le dit comme une affirmation, pas une question à propos de Léo. Je peux le voir sur ton visage. Tu ne savais pas. Non. La voix de Nicolas se brisa. Je ne savais pas, Sandrine. Si j'avais su, tu aurais fait quoi? Il n'y avait aucune accusation dans son ton, seulement de la curiosité. Quitter ta fiancée enceinte, détruire ta vie parfaite, nous aurait choisi? Elle secoua légèrement la tête. Je ne te l'ai jamais dit pour une raison, Nicolas. Je ne voulais pas être la chose qui te ruinerait. Au lieu de cela, c'est moi qui t'ai ruiné. Nicolas fit un pas de plus. Tu as élevé notre fils seul. Tu as travaillé jusqu'à l'épuisement. Et maintenant tu es. Il ne put dire, mourante. Ne put le rendre réel. Maintenant je fais face aux conséquences de mes reins défaillants. Le faible sourire de Sandrine était dévastateur. Pas ta faute. Condition génétique. Malchance. La vie. Lucas s'avança soudainement, surprenant tout le monde. Il se tint au pied du lit de Sandrine. Ce garçon de 17 ans qui n'avait jamais affronté de vraies difficultés, regardant la femme qui n'avait affronté que ça. Je suis Lucas, dit-il doucement. Je suis. Le frère de Léo, finit Sandrine. Je sais. Il m'a parlé de toi, de vous tous. Ses yeux s'adoucirent. Il ne m'a pas dit ce que tu lui as dit hier soir, mais je peux imaginer. Tu pensais qu'il était un étranger essayant d'arnaquer ta famille. Tu protégeais ton père. C'est ce que font les fils. Le visage de Lucas se froissa. Je l'ai traité de malade.
Je l'ai filmé. J'allais le poster en ligne pour l'humilier. Et c'est mon frère. Mon sang. Mon. Les larmes vinrent, dures et rapides. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai dit. Pour ce que j'ai fait. Je ne savais pas. Mais tu sais maintenant. La voix de Sandrine était douce mais ferme. Et ce qui compte, c'est ce que tu feras ensuite. Léo n'a pas besoin d'excuses. Il a besoin d'un frère. Manon s'avança, ses mains tordues ensemble. Je suis Manon. J'ai 15 ans. J'ai effacé la vidéo. Je jure que je l'ai effacée. Et je sais que ça ne rattrape pas le fait de l'avoir filmé en premier lieu, mais je veux que vous sachiez. Je le vois maintenant. Je vois mon frère. Les yeux de Sandrine s'emplirent de larmes. Vous êtes beaux, tous les deux. Léo m'a dit. Mais en vous voyant. Vous avez les yeux de Nicolas. Tous les trois. Elle regarda son fils, puis ses frères et sœurs, puis leur père. Vous êtes une famille. Vous ne le saviez juste pas encore. Madame Sandrine. La voix de Valérie coupa à travers l'émotion comme de la glace. Elle s'était enfin déplacée de l'embrasure de la porte, se tenant rigide au pied du lit. Je suis Valérie, la femme de Nicolas. La température dans la chambre chuta de 10 degrés. Sandrine étudia Valérie pendant un long moment. La femme qu'il a choisie, la mère de ses enfants, la vie que je ne voulais pas détruire. Comme c'est noble. Les mots de Valérie étaient secs. Vous avez eu une liaison avec mon mari, êtes tombée enceinte, et avez disparu. Devrais-je vous remercier pour votre discrétion? Valérie. Nicolas commença. Non. La voix de Sandrine, bien que faible, commandait l'attention. Elle a droit à sa colère. Madame, je ne prétendrai pas que ce qui s'est passé entre Nicolas et moi n'était rien. C'était quelque chose de réel, quelque chose qui a créé un enfant. Elle jeta un coup d'œil à Léo. Mais il était fiancé à vous. Il vous aimait. Il vous a choisi. J'ai pris la décision de m'éloigner parce que je ne pouvais pas être la personne qui détruisait une famille avant même qu'elle ne commence. Au lieu de cela, vous avez créé un secret qui l'a détruit maintenant, dit Valérie froidement. Oui, Sandrine ne broncha pas. Je suppose que c'est le cas. Je pensais protéger tout le monde. Il s'avère que je ne faisais que retarder l'inévitable. La vérité trouve toujours son chemin. On frappa à la porte, interrompant l'attention. Le docteur Sylvie entra, son dossier serré professionnellement, ses yeux bienveillants derrière ses lunettes à monture métallique. Mademoiselle Sandrine, je vois que vos visiteurs sont arrivés. Monsieur. Docteur Sylvie. Elle tendit la main à Nicolas. Je suis le docteur Sylvie. Je traite Sandrine depuis 6 mois. Docteur. Nicolas lui serra la main. Nous sommes ici pour les tests de compatibilité. Nous tous. Les sourcils du docteur Sylvie se levèrent légèrement alors qu'elle regardait Lucas, Manon et Valérie. C'est très généreux. Le test est simple. Prise de sang, typage tissulaire. Les résultats prennent 3 à 5 jours. Mais je dois être clair sur quelque chose. Elle regarda chacun d'eux tour à tour. Le don de rein est sérieux. C'est une chirurgie majeure avec des risques réels. La récupération prend des semaines. Et même si vous êtes compatible, vous devez vouloir le faire. Personne ne devrait se sentir obligé. Nous voulons le faire, dit Lucas immédiatement. Du moins moi. Moi aussi, ajouta Manon. Nicolas hocha la tête. Tout ce dont elle a besoin. Tous les yeux se tournèrent vers Valérie. Le silence s'étira, douloureux et pointu. Le visage de Valérie était un masque, ne révélant rien. Je ferai le test, dit-elle enfin. Mais je dois être clair. Je fais ça pour Léo, pas pour elle. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sandrine. Un enfant ne devrait pas perdre sa mère parce que des adultes ont fait des choix compliqués, mais ne confondez pas ma participation avec le pardon. Je ne le fais pas, chuchota Sandrine. Et je ne le demande pas. Le docteur Sylvie s'éclaircit la gorge. Eh bien, je vais faire monter le technicien de laboratoire. Nous pouvons faire les prélèvements ici.
Gardez Sandrine confortable. Monsieur Nicolas, Lucas, Manon, Madame, si vous voulez bien me suivre dans la salle de consultation. Nous commencerons par les formulaires de consentement et les antécédents médicaux. Alors que la famille se dirigeait vers la porte, la voix de Sandrine arrêta Nicolas. Attends, Nicolas. Juste un instant, s'il te plaît. Nicolas se retourna. Sandrine fit un faible geste pour qu'il s'approche. Quand il se tint près de son lit, elle chercha sa main avec des doigts qui ressemblaient à du papier et des os. Merci, chuchota-t-elle. D'être venu, de les avoir amenés, d'avoir donné à Léo ce que je ne pouvais pas, une famille. Sandrine, je devrais te remercier. Tu as élevé un fils incroyable seul, sans aide, sans moi. Elle finit sa phrase. Je sais, et je ne vais pas mentir et dire que c'était facile. Ce ne l'était pas. Il y a eu des nuits où je pleurais jusqu'à m'endormir en me demandant si j'avais fait le bon choix. Des nuits où Léo demandait après son père et je devais mentir. Des nuits où je travaillais des triples services et rentrais à la maison pour le trouver endormi à la table de la cuisine en faisant ses devoirs et je me sentais comme la pire mère du monde. Tu ne le hais pas. Laisse-moi finir. Sa prise se resserra avec une force surprenante. Mais je ne regrette rien. Rien de tout ça. Parce que te garder secret signifiait que Léo a grandi sans le poids de ton monde, sans les attentes, sans la pression. Il a pu être juste un enfant. Un enfant qui aidait sa maman avec les courses et faisait ses devoirs et rêvait d'être astronaute. Son sourire était déchirant. Il a pu être lui-même. Pas un héritier, juste Léo. Et maintenant? La voix de Nicolas craqua. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant il devient un de vous. Les yeux de Sandrine étaient féroces malgré sa faiblesse. Et tu dois me promettre quelque chose, Nicolas. Promets-moi que tu ne le laisseras pas se perdre dans ton monde. Promets-moi qu'il restera Léo. Gentil, humble, compatissant, même quand il aura tout ce que l'argent peut acheter. Je promets. Les mots semblaient sacrés. Je te le jure, Sandrine. Je le protégerai. Sa voix se brisa complètement. Je serai le père que j'aurais dû être depuis le début. La main de Sandrine relâcha la sienne. Alors je peux mourir en sachant qu'il ira bien. Non. Nicolas s'agenouilla près de son lit. Ne parle pas de mourir. Tu vas survivre à ça. L'un de nous sera compatible. Tu auras la greffe. Tu vas récupérer. Tu verras Léo finir le lycée, l'université. Tu le verras se marier, avoir des enfants. Tu vas. Nicolas. La voix de Sandrine était douce. Nous savons tous les deux que ce n'est probablement pas vrai. Mon corps lâche vite. Même avec une greffe, les dégâts sont étendus. Les médecins me donnent peut-être 20% de chance de survivre à la chirurgie. Et c'est si nous trouvons un donneur compatible à temps. 20%, c'est toujours une chance. 20%, c'est quelque chose à espérer, mais ce n'est pas quelque chose sur quoi compter. Elle regarda au-delà de Nicolas vers l'endroit où Léo se tenait dans l'embrasure de la porte, les regardant. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir qu'il vous aura. Vous tous. J'ai besoin de savoir que mon garçon aura une famille quand je serai parti. Il nous aura, promis Nicolas. Nous tous. Je le jure. Derrière lui, la voix de Lucas résonna claire et sûre. C'est mon frère. Ça ne change pas, que vous soyez là ou non, Madame Sandrine. Il est de la famille maintenant, pour toujours. Manon hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. On ne le laissera pas être seul. Jamais. Même Valérie, se tenant rigide dans l'embrasure de la porte, fit un petit signe de tête. Le garçon est innocent dans tout ça. On prendra soin de lui. Le visage de Sandrine se transforma. La peur, la douleur, l'épuisement, tout s'adoucit en quelque chose ressemblant à la paix. Alors je peux me reposer en sachant ça, en sachant qu'il sera aimé. Maman, arrête. Léo se précipita à ses côtés. Arrête de parler comme ça. Tu vas aller bien. L'un d'eux sera compatible. Tu auras la greffe. On rentrera à la maison. Léo.
Sandrine prit le visage de son fils dans ses mains qui tremblaient. Mon garçon courageux, magnifique. J'ai besoin que tu m'entendes. S'il arrive quelque chose. Rien ne va arriver. S'il arrive quelque chose, continua-t-elle fermement, j'ai besoin que tu saches que chaque instant avec toi en a valu la peine. Chaque sacrifice, chaque lutte, chaque nuit solitaire. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite, la meilleure chose que j'ai jamais été, et je ne regrette pas une seule seconde d'être ta mère. Léo s'effondra contre elle, ses sanglots étouffés contre sa chemise d'hôpital. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas. Tu es tout ce que j'ai. Non. La voix de Sandrine était féroce. Tu les as eux maintenant. Tu as un père, des frères, une sœur. Tu as une famille, Léo. Une famille entière. Et ils t'aimeront quand je ne pourrai plus. Le technicien de laboratoire arriva alors, brisant le moment avec une efficacité professionnelle. Famille, je suis ici pour les prises de sang. L'heure suivante passa dans un flou d'aiguilles, de formulaires de consentement et de jargon médical. Lucas passa en premier, essayant d'être courageux, devenant pâle à la vue de son propre sang. Manon lui tint la main pendant ce temps, puis y alla elle-même sans sourciller. Nicolas sentit à peine l'aiguille, trop engourdi par l'émotion pour enregistrer la douleur physique. Valérie se soumit à la procédure avec une efficacité froide, son visage ne révélant rien. À travers tout cela, Léo resta assis avec sa mère, lui tenant la main, regardant les machines qui la maintenaient en vie biper leur rythme régulier. Chaque bip un compte à rebours, chaque respiration un moment emprunté. Quand ce fut fini, le docteur Sylvie revint avec son dossier. Résultat dans 3 à 5 jours. Nous allons les accélérer étant donné l'urgence. En attendant, Sandrine a besoin de repos. Et vous tous aussi. Elle regarda la famille fracturée. Vous avez tous besoin de digérer cela. C'est beaucoup pour tout le monde. Alors qu'il sortait, Léo s'attarda dans l'embrasure de la porte. Sa mère s'était endormie, épuisée par la visite. Elle semblait si petite dans ce lit, si fragile, comme si elle pouvait disparaître s'il détournait le regard. Viens. La main de Lucas se posa doucement sur l'épaule de Léo. Laisse-la se reposer. On reviendra demain. Et si? Léo ne put finir la phrase. Et si elle meurt ce soir? Et si je ne la revois jamais? Et si c'est la dernière fois? Alors on l'affrontera ensemble, dit Lucas doucement. Mais elle va s'en sortir. Elle doit s'en sortir parce qu'elle se bat pour toi. Et les gens qui se battent pour leurs enfants, ils n'abandonnent pas facilement. Manon prit l'autre côté de Léo. Et ensemble, les trois marchèrent dans le couloir de l'hôpital. Derrière eux, Nicolas regardait ses 3 enfants, tous les 3, s'éloigner comme une unité. Et pour la première fois depuis que Léo était apparu à son portail, Nicolas ressentit autre chose que de la culpabilité et de la honte. Il ressentit de l'espoir. L'appel arriva à 2h47 du matin. Le téléphone de Nicolas vibra sur la table de nuit, le tirant d'un sommeil agité qu'il avait à peine atteint. L'écran brillait avec un numéro qu'il avait mémorisé au cours des dernières 48 heures. Centre hospitalier de Tours. Son cœur s'arrêta. Monsieur Nicolas. La voix du docteur Sylvie était professionnelle, soigneusement neutre. J'ai besoin que vous veniez à l'hôpital maintenant. Est-ce qu'elle? Nicolas ne put finir la question. À côté de lui, Valérie s'assit, le visage pâle dans l'obscurité. Elle est en vie, mais son état s'est détérioré rapidement. Nous devons discuter de certaines décisions urgentes, et le médecin fit une pause. Nous avons les résultats des tests. Nicolas était hors du lit avant qu'elle ne finisse la phrase. J'arrive. 20 minutes. Papa? Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés, les yeux écarquillés de peur. Il avait dormi dans la chambre d'amis près de Léo. Les 2 garçons trop anxieux pour être seuls. C'est la maman de Léo? Ils ont les résultats des tests. Nicolas enfila des vêtements avec des mains tremblantes. Va chercher ton frère, tous les 2. On va à l'hôpital. En moins de 15 minutes, la famille était dans la voiture, filant à travers les rues vides de Tours. Léo était assis entre Lucas et Manon sur le siège arrière, son visage pressé contre la vitre, des larmes silencieuses coulant sur ses joues.
Elle va s'en sortir, chuchota Manon en lui prenant la main. Les résultats sont là. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un donneur compatible. Ils peuvent faire la chirurgie. Ou ils n'ont pas trouvé de donneur, la voix de Léo était creuse, et il nous appelle pour dire au revoir. Les mots pesèrent lourd dans le silence de la voiture. Quand ils franchirent les portes de l'hôpital, le docteur Sylvie attendait dans le hall, son visage illisible. Salle de conférence. Par ici. Ils la suivirent dans une petite salle stérile. À travers la vitre, ils pouvaient voir la chambre de Sandrine. Les lumières allumées. Des infirmières bougeant avec une détermination urgente autour de son lit. Que s'est-il passé? Demanda Nicolas. Vous avez dit qu'elle était stable hier. Ses reins ont complètement lâché il y a 2 heures. Nous l'avons mise sous dialyse d'urgence, mais son corps ne répond pas. Elle entre en défaillance multiviscérale. Le ton clinique du docteur Sylvie ne pouvait cacher la gravité. Sans une greffe dans les prochaines 24 à 48 heures, elle ne survivra pas à la semaine. Léo émit un son comme un animal blessé. Les résultats des tests, dit Valérie vivement. Vous avez dit que vous les aviez, docteur. Le docteur Sylvie sortit un dossier, son expression changeant pour quelque chose ressemblant presque à de l'émerveillement. Oui, et c'est inhabituel, médicalement fascinant, en fait. Elle ouvrit le dossier. Nous vous avons testé tous les 4 pour la compatibilité tissulaire, le groupe sanguin, les marqueurs HLA, l'analyse croisée. Les chances de trouver un donneur parfait dans une famille sont d'environ 1 sur 4 pour les frères et sœurs, plus faibles pour les parents en raison du partage de seulement la moitié du matériel génétique. Dites-le nous simplement, dit Lucas désespérément. Qui est compatible? Vous tous. Silence. Pardon? La voix de Nicolas était faible. Vous êtes tous les 4 des donneurs compatibles. Nicolas, vous êtes une compatibilité HLA de 5 sur 6. Excellent pour un parent. Lucas, tu es un 6 sur 6 parfait. Manon, aussi 6 sur 6. Les yeux du docteur Sylvie se posèrent sur Valérie. Et madame, vous êtes une compatibilité de 4 sur 6. Pas parfaite, mais viable. Le visage de Valérie devint blanc. C'est impossible. Je ne suis pas apparenté à elle. Je ne peux pas être compatible. La compatibilité du groupe sanguin ne nécessite pas de lien de parenté, expliqua le docteur Sylvie. Vous êtes au positif. Sandrine est au positif. Vos marqueurs tissulaires se trouvent être assez compatibles. C'est rare, mais pas impossible. Attendez. Lucas se pencha en avant. Si Manon et moi sommes tous les 2 des donneurs parfaits, pourquoi avez-vous l'air inquiète? Utilisez l'un de nous. Faites la chirurgie. L'expression du docteur Sylvie s'assombrit. C'est là que nous avons un problème. Lucas, tu as 17 ans. Manon, tu as 15 ans. Légalement, vous êtes mineur. Nous aurions besoin du consentement parental pour que l'un de vous puisse donner. Et même avec le consentement, le comité d'éthique serait réticent. Le don de rein de mineur est controversé, surtout quand des options adultes existent. Mais je veux le faire, Lucas se leva, sa chaise raclant durement. C'est la mère de mon frère. Elle meurt. Qui se soucie de l'éthique quand la vie de quelqu'un est en jeu? La communauté médicale s'en soucie. La loi s'en soucie. Le ton du docteur Sylvie était doux mais ferme. Lucas, je comprends ta volonté, mais tu dois comprendre ce que tu offres. C'est une chirurgie majeure, 6 à 8 semaines de récupération. Complications possibles, infection, saignement, caillots sanguins, risque à long terme pour ton rein restant. Tu as 17 ans. Tu as toute ta vie devant toi. Et elle a toute sa mort devant elle si nous n'agissons pas. La voix de Lucas craqua. Je ne suis pas un enfant. Je peux prendre cette décision. En fait, légalement, tu ne peux pas. Le docteur Sylvie regarda Nicolas et Valérie. Vos parents le peuvent, mais ils devraient vivre avec le fait de faire subir à leur fils adolescent une chirurgie majeure. C'est un fardeau que je ne souhaiterais à personne. L'esprit de Nicolas s'emballa. Et moi? Je suis un adulte. Je suis compatible. Utilisez-moi. Vous êtes un bon candidat, pas un parfait.
Avec Lucas ou Manon, les chances de rejet de Sandrine sont minimes. Avec vous, elles sont plus élevées. Étant donné son état compromis, nous voulons les meilleures chances possibles. Alors utilisez-moi, dit Valérie. Toutes les têtes se tournèrent. Valérie se leva lentement, son visage un masque d'émotions complexes. Je suis une adulte. Je suis un donneur viable. Je n'ai aucune barrière légale. Utilisez-moi. Valérie, commença Nicolas. Ne le fais pas, sa voix était de glace. Ne fais pas de ça une histoire sur nous. Ne fais pas de ça une histoire sur notre mariage ou mes sentiments à propos de ta liaison ou quoi que ce soit. Elle regarda le docteur Sylvie. D'un point de vue purement médical, quelles sont ses chances avec mon rein par rapport à celui de Nicolas? À peu près égales. Vous êtes tous les deux sous-optimaux par rapport aux enfants, mais viables. La chirurgie comporterait les mêmes risques pour l'un ou l'autre de vous. Alors utilisez-moi. La mâchoire de Valérie se serra avec détermination. Parce que si nous utilisons Nicolas et que quelque chose tourne mal, ces enfants perdent leur père. Lucas, Manon et Léo. Mais si quelque chose tourne mal avec moi. Elle ne finit pas la phrase, mais l'implication était claire. Les enfants auraient toujours Nicolas. Maman, non. La voix de Manon trembla. Tu ne peux pas. Et si? Et si je ne fais rien et regarde une femme mourir quand je pourrais la sauver? Le masque de Valérie se fissura légèrement. Et si je laissais ma fierté et ma colère coûter sa mère à un enfant? Et si je pouvais vivre avec moi-même après ça? Elle regarda Léo directement pour la première fois. Je ne peux pas. Léo la fixa, les larmes coulant librement maintenant. Pourquoi? Vous ne m'aimez même pas. Vous avez dit que vous ne faisiez le test que pour moi, pas pour elle. Je n'ai pas besoin d'aimer la situation pour faire ce qui est juste. La voix de Valérie s'adoucit presque imperceptiblement. Ta mère a fait un choix il y a 13 ans qui m'a blessé, qui a blessé ma famille. Mais elle a aussi fait le choix de t'élever seule plutôt que de détruire mon mariage. Elle aurait pu exiger de l'argent, du soutien, de la reconnaissance. Elle ne l'a pas fait. Elle a souffert en silence pour que je puisse avoir ma vie parfaite. Les mains de Valérie tremblaient. Je ne lui pardonne peut-être pas, mais je peux essayer de la sauver. Madame, la voix du docteur Sylvie était prudente. Je dois être très clair. Cette chirurgie est risquée pour le donneur et le receveur. Le corps de Sandrine est compromis. Même avec une compatibilité parfaite, ses chances de survivre à la chirurgie ne sont que d'environ 20%. Avec une compatibilité de 4 sur 6, ses chances chutent. Et pour vous en tant que donneuse, il y a des risques. Je comprends les risques, l'interrompit Valérie. Quand pouvons-nous le faire? Nous devrions faire plus de tests, vérifier la compatibilité, vous préparer toutes les deux. Le plus tôt serait demain après-midi. Alors demain après-midi. Valérie se tourna vers Nicolas. Fais tous les arrangements nécessaires. Je veux la meilleure équipe chirurgicale, le meilleur établissement. Ne lésine pas sur la dépense. Nicolas hocha la tête, trop stupéfait pour parler. Le docteur Sylvie se leva. Je vais commencer les préparations. Madame, nous devrons vous admettre dans les prochaines heures pour le préopératoire. Monsieur Nicolas, j'aurai besoin que vous signiez des formulaires de consentement. Elle fit une pause à la porte. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Sandrine est incroyablement chanceuse. Quand le médecin partit, le silence remplit la pièce. Lucas fut le premier à bouger. Il traversa vers sa mère et l'enveloppa dans une étreinte féroce. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Je ne suis pas courageuse. La voix de Valérie était étouffée contre l'épaule de son fils. Je suis terrifié, mais parfois faire la bonne chose signifie être terrifié, et le faire quand même. Manon rejoignit l'étreinte, ses larmes trempant le manteau coûteux de sa mère. Je t'aime, maman. Je vous aime tous les deux tellement. Valérie serra ses enfants contre elle. C'est pourquoi je dois faire ça, parce que j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. La compassion n'est pas de la faiblesse. Le pardon n'est pas une défaite. Et parfois la personne la plus difficile à être est celle qui fait preuve de grandeur d'âme. Léo se tenait à l'écart, regardant la famille qui était techniquement la sienne,
mais qui semblait impossiblement distante. Nicolas le vit l'isolement du garçon, et prit une décision. Léo. Nicolas tendit la main. Viens ici. Le garçon hésita, puis traversa lentement la pièce. Nicolas l'attira dans l'étreinte familiale, et après un moment, Lucas et Manon se décalèrent pour l'inclure pleinement. Tu fais partie de ça, dit Nicolas fermement. Partie de nous. Ta mère se bat pour sa vie. Et nous nous battons tous avec elle ensemble. La main de Valérie, toujours enroulée autour de Lucas et Manon, s'étendit lentement pour toucher l'épaule de Léo. C'était un petit geste, à peine perceptible, mais il signifiait tout. Ils restèrent comme ça pendant un long moment. 5 personnes qui étaient des étrangers 3 jours auparavant, liés ensemble par la crise et le choix et la réalité désordonnée et compliquée de l'amour. Une infirmière frappa doucement. La patiente demande son fils et monsieur Nicolas. Ils se séparèrent et Léo se précipita vers la chambre de sa mère avec Nicolas juste derrière. Lucas et Manon s'apprêtèrent à suivre, mais Valérie les arrêta. Donnez-leur un moment, dit-elle doucement. C'est leur moment. À l'intérieur de la chambre 847, Sandrine avait l'air pire qu'il y a 24 heures. Les machines bipaient plus urgemment. Sa peau avait une pâleur grisâtre, mais ses yeux quand ils trouvèrent Léo étaient féroces d'amour. Mon garçon, chuchota-t-elle. Ils m'ont parlé de la chirurgie, de Valérie. Elle va te sauver, maman. Léo serra sa main. Elle va te donner son rein, et tu vas aller bien. Elle me donne une chance, corrigea doucement Sandrine. Pas une garantie. Léo, tu dois comprendre. Non. La voix de Léo était féroce. Tu vas survivre. Tu le dois. Je viens de trouver une famille. Je ne peux pas te perdre maintenant. Les yeux de Sandrine se posèrent sur Nicolas. Tu prendras soin de lui-ci. Quand tu récupéreras, l'interrompit Nicolas fermement. Quand tu récupéreras, nous prendrons tous soin de lui. Ensemble, toi, moi, Valérie, Lucas, Manon, il nous aura tous. Et si je ne récupère pas? Alors il nous aura toujours tous. Mais tu vas t'en sortir, Sandrine. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as survécu 13 ans seul. Tu as élevé un fils incroyable. Tu t'es battu contre la maladie pendant des mois. Tu n'as pas le droit d'abandonner maintenant. Le faible rire de Sandrine se transforma en tout. Quand es-tu devenu optimiste? Quand j'ai réalisé ce que j'avais perdu, ce que je pourrais encore perdre. La voix de Nicolas se brisa. Sandrine, je suis désolé pour tout. Pour t'avoir laissé, pour ne pas avoir su pour Léo, pour ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux te promettre l'avenir. Il ne sera jamais seul, jamais sans famille. Je le jure. Je sais. Les doigts de Sandrine se resserrèrent faiblement autour de la main de Léo. Je vois la façon dont ils le regardent maintenant, Lucas et Manon. Ils voient leur frère. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ses yeux se fermèrent, l'épuisement la submergeant. Dis à Valérie. Dis-lui merci. Dis-lui que je sais ce que ça lui coûte. Dis-lui que je suis désolé. Tu peux le lui dire toi-même, dit Léo désespérément. Après la chirurgie, quand tu te réveilleras, tu le lui diras toi-même. Le sourire de Sandrine était déchirant. Oui, quand je me réveillerai. Mais la façon dont elle le dit, comme une promesse qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir, brisa quelque chose en chacun d'eux. Le service chirurgical à 6 heures du matin existait dans un crépuscule étrange, trop tôt pour la plupart des visiteurs, trop tard pour les routines de l'équipe de nuit. Valérie était assise au bord de son lit d'hôpital, déjà vêtue de la fine blouse chirurgicale, fixant son reflet dans la fenêtre sombre. Dans 12 heures, elle sauverait la vie d'une femme ou mourrait en essayant. Les statistiques continuaient de résonner dans son esprit. 20% de chances que Sandrine survive. 15% de chances de complications majeures pour Valérie elle-même. Des chiffres qui semblaient abstraits jusqu'à ce qu'ils deviennent votre réalité. Maman. Valérie se tourna. Manon se tenait dans l'embrasure de la porte. Ses yeux rouges d'avoir pleuré, serrant un petit sac cadeau. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Je ne pouvais pas dormir. Manon traversa la pièce s'asseyant à côté de sa mère.
Chaque fois que je fermais les yeux, je continuais de penser à ce qui pourrait mal tourner, à te perdre. Sa voix craqua. Je sais que tu fais cette chose incroyable, mais je suis terrifié. Valérie attira sa fille contre elle. Je suis terrifié aussi. Alors pourquoi tu le fais? Parce qu'être terrifié et ne rien faire fait de toi un lâche. Être terrifié et le faire quand même te rend courageuse. Valérie embrassa les cheveux de Manon. Et je veux que tu vois à quoi ressemble le courage. Le vrai courage. Pas le genre où tu n'as pas peur. Le genre où tu es absolument terrifié, mais tu fais la bonne chose malgré tout. Manon se recula, fouillant dans le sac cadeau. Je t'ai apporté quelque chose pour porter chance. Elle sortit un délicat bracelet en argent, celui que Valérie lui avait donné pour son 13e anniversaire. Tu m'as dit quand tu me l'as donné qu'il appartenait à ta grand-mère, qu'elle le portait à travers chaque moment difficile de sa vie. Je veux que tu le portes aujourd'hui. Les mains de Valérie tremblaient alors qu'elle attachait le bracelet. Merci, bébé. Reviens-moi, chuchota Manon. S'il te plaît, fais cette chose incroyable. Sauve la maman de Léo, sois l'héroïne, mais reviens-moi. Je reviendrai, je le promets. Mais elles savaient toutes les deux que c'était une promesse qu'elle pourrait ne pas être capable de tenir. Plus loin dans le couloir, dans la salle préopératoire de Sandrine, la scène était plus calme, mais non moins émotionnelle. Sandrine était allongée immobile, un masque à oxygène couvrant la majeure partie de son visage, tandis que Léo tenait sa main avec les siennes. « Je ne veux pas que tu aies peur, » dit Sandrine, sa voix étouffée par le masque. « Je n'ai pas peur. » Le mensonge était évident. Tout le corps de Léo tremblait. Menteur. Sandrine réussit un faible sourire. Mon garçon courageux, essayant toujours de me protéger. Quelqu'un doit le faire. Les larmes de Léo tombaient sur leurs mains jointes. Maman, et si? Pas de « et si ». Pas aujourd'hui. Sandrine écarta le masque malgré le regard désapprobateur de l'infirmière. Aujourd'hui nous avons la foi. Foi dans les médecins. Foi en Valérie. Foi que parfois l'univers nous donne des secondes chances. Tu penses que ça va marcher? Sandrine resta silencieuse un long moment. Je pense que Valérie est l'une des femmes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Je pense que si quelqu'un peut survivre en donnant une partie de soi-même pour sauver une étrangère, c'est elle. Et je pense. Elle lutta pour respirer. Je pense que si je peux survivre à ça, je lui dois le reste de ma vie à essayer de le mériter. Nicolas apparut dans l'embrasure de la porte, l'air épuisé. Ils n'avaient pas dormi. Aucun d'eux n'avait dormi. Il prépare Valérie maintenant. La chirurgie commence dans 2 heures, Nicolas. La voix de Sandrine l'arrêta. S'il arrive quelque chose, si je ne. Si je ne m'en sors pas, continua Sandrine fermement. Tu dois savoir quelque chose. Léo a une boîte sous mon lit à notre appartement. Elle contient des lettres. Une pour lui pour chaque anniversaire jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Une pour toi, une pour Valérie, Lucas et Manon. Elle toussa, l'effort lui coûtant. Tout ce que je voulais qu'ils sachent. Tout ce que je ne pouvais pas dire. Tu leur donneras ces lettres toi-même, dit Nicolas désespérément. Quand tu seras rétablie, quand tu seras forte, tu vas. Nicolas, s'il te plaît. Les yeux de Sandrine étaient féroces. Laisse-moi avoir ça. Laisse-moi savoir que même si mon corps échoue, mes mots survivront. Mon amour pour lui survivra. Nicolas traversa la pièce, s'agenouillant près du lit. Je déteste ça. Je déteste que je ne puisse pas réparer ça. Je déteste que l'argent et le pouvoir et tout ce que j'ai construit ne signifient rien en ce moment. Ça signifie tout. La main de Sandrine trouva la sienne. Ta femme sacrifie son corps pour sauver le mien. Tes enfants ont embrassé mon fils. Tu as donné à Léo une famille. Nicolas, tu m'as donné la seule chose qui compte. La paix. Savoir qu'il ne sera pas seul. Dans la salle d'attente chirurgicale, Lucas faisait les 100 pas comme un animal en cage tandis que Manon était assise recroquevillée sur une chaise, le jumeau du bracelet de Valérie à son propre poignet, un ensemble assorti que leur mère leur avait donné des années auparavant. Ça prend une éternité, marmonna Lucas. Ils ont dit prépa à 6 heures. Il est 6h45.
Pourquoi rien ne se passe? Parce que la chirurgie est compliquée, dit une nouvelle voix. Ils se tournèrent. Le docteur Sylvie se tenait là, déjà en tenue chirurgicale, ses cheveux rentrés sous un calot. Je voulais vous parler à tous les deux avant que nous commencions. Votre mère me l'a demandé. Est-ce qu'elle va bien? Manon bondit. Elle a peur mais elle est déterminée. Le docteur Sylvie s'assit, leur faisant signe de la rejoindre. Elle voulait que j'explique ce qui va se passer à chaque étape pour que vous compreniez. Pendant les 20 minutes suivantes, le docteur Sylvie leur expliqua la procédure avec des détails prudents, l'incision, le prélèvement du rein de Valérie, les heures de chirurgie pour Sandrine, les risques, la récupération. Elle ne cacha rien. Et à la fin, les deux adolescents étaient pâles mais résolus. Votre mère est remarquable, dit le docteur Sylvie doucement. En 20 ans de pratique, je n'ai jamais vu quelqu'un donner à un étranger, surtout pas dans ces circonstances. Elle ne le fait pas pour Sandrine, dit Lucas. Elle le fait pour Léo et pour nous. Pour nous montrer ce que signifie être meilleur que sa colère. Alors elle a déjà réussi. Le docteur Sylvie se leva. Nous commençons dans 30 minutes. Ça va être une longue journée. 8 à 10 heures, peut-être plus. J'enverrai des nouvelles quand je pourrai. Après son départ, Lucas et Manon restèrent assis en silence. J'ai été si horrible avec lui, dit finalement Lucas. Avec Léo, ce premier soir, je l'ai filmé, je me suis moqué de lui, je l'ai traité de malade, et maintenant maman donne littéralement une partie d'elle-même pour sauver sa mère. Il enfouit son visage dans ses mains. Comment tu reviens de ça? Comment tu le regardes dans les yeux en sachant ce que tu as fait? Tu lui montres qui tu es vraiment, dit Manon doucement. Pas qui tu étais à ce moment-là. Tu es son frère chaque jour pour le reste de ta vie. C'est comme ça que tu reviens. À 7h30, les équipes chirurgicales étaient prêtes. Valérie fut roulée vers la salle d'opération, Nicolas marchant à côté de son brancard. Elle avait insisté pour voir Sandrine une dernière fois. Ils s'arrêtèrent devant la salle préopératoire de Sandrine. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir Léo tenant sa mère, tous deux pleurant. Des regrets? Demanda Nicolas doucement. Des milliers. La tentative d'humour de Valérie tomba à plat. Mais je le fais quand même. Pourquoi? La question hantait Nicolas depuis qu'elle s'était portée volontaire. Vraiment, Valérie? Pourquoi tout risquer pour quelqu'un que tu as toutes les raisons de détester? Valérie resta silencieuse un long moment, regardant Léo à travers la vitre. Parce qu'il y a 13 ans, elle a fait un choix. Elle aurait pu détruire notre mariage. Exiger que tu me quittes. Se battre pour la reconnaissance, l'argent, sa place dans ta vie. Elle ne l'a pas fait. Elle a disparu. Elle a souffert en silence pour que je puisse avoir ma famille parfaite. La voix de Valérie craqua. Elle m'a donné 13 ans de bonheur en sacrifiant le sien. Le moins que je puisse faire est de lui donner une chance de survie en sacrifiant mon confort. C'est plus que du confort, Valérie. C'est dangereux. Tout comme vivre avec la connaissance que j'ai laissé une femme mourir par fierté. Valérie le regarda enfin. Je ne te pardonne pas, Nicolas. Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais je peux lui pardonner parce qu'elle essayait de faire la bonne chose, tout comme j'essaie de le faire maintenant. L'infirmière chirurgicale s'éclaircit la gorge doucement. Madame, il est temps. Valérie hocha la tête. Elle tendit la main, pressant quelque chose dans la main de Nicolas, son alliance. Garde-la en sécurité, chuchota-t-elle. Je veux la remettre quand je me réveillerai. Quand? Répéta Nicolas, sa voix se brisant. Pas si. Quand? Quand? Accepta Nicolas. Ils l'emmenèrent. Nicolas resta seul dans le couloir, l'alliance de Valérie brûlant dans sa paume comme une promesse ou une prière. À l'intérieur de la chambre de Sandrine, l'anesthésiste expliquait le processus à Léo. Ta maman va s'endormir. Quand elle se réveillera, elle aura un nouveau rein et une chance d'aller mieux. Mais tu dois comprendre, ça va être effrayant. Elle sera en soins intensifs pendant des jours. Elle aura des tubes et des moniteurs. Et je comprends, l'interrompit Léo. Je comprends qu'elle pourrait mourir. Tout le monde continue de tourner autour du pot. Mais je comprends.
20% de chance. Ça veut dire 80% de chance qu'elle ne s'en sorte pas. Sa voix était creuse. J'ai 12 ans. Je ne suis pas stupide. Léo. Nicolas entra ayant entendu l'échange. C'est bon, papa. Le mot « papa » semblait encore étrange sur la langue de Léo, mais il essayait. Je vais bien. Je dois aller bien pour elle. Sandrine écarta à nouveau son masque. Léo, écoute-moi. Quoi qu'il arrive dans cette salle d'opération, tu n'es pas seul. Tu as un père maintenant, un frère, une sœur. Tu as une famille. Et cette famille te soutiendra quand tu ne pourras pas tenir debout. Tu me comprends? Je comprends. La voix de Léo était petite. Mais je ne veux pas une famille. Je te veux toi. Je sais, bébé. Je sais. Mais si tu ne peux pas m'avoir, promets-moi que tu les laisseras t'aimer quand même. Promets-moi que tu ne les repousseras pas. Je promets. Léo s'effondra contre elle et Sandrine le tint avec le peu de force qui lui restait. Je t'aime plus que la vie elle-même, chuchota-t-elle. Tu es mon tout, mon monde entier. Et si je ne m'en sors pas aujourd'hui, tu dois savoir que chaque seconde d'être ta mère en a valu la peine. Chaque lutte, chaque sacrifice, chaque moment de peur. Ça valait le coup parce que j'ai pu t'aimer. Les brancardiers arrivèrent alors, doux mais fermes. Mademoiselle Sandrine, nous devons vous emmener maintenant. La séparation fut brutale. Les mains de Léo s'agrippant à celles de sa mère jusqu'à la dernière seconde possible. Les yeux de Sandrine verrouillés sur le visage de son fils, le mémorisant. Nicolas devant retenir physiquement Léo alors qu'il roulait Sandrine vers la salle d'opération. « Maman !» Le cri de Léo résonna dans le couloir. « Je t'aime. S'il te plaît ne me quitte pas. Je t'aime, Léo. » La voix de Sandrine revint forte malgré tout. « Je t'aime tellement. » Et puis elle fut partie. Les portes de la salle d'opération se refermant derrière elle. Léo s'effondra dans les bras de Nicolas, son petit corps secoué de sanglots. Nicolas le tint, ce fils qu'il connaissait à peine, et sentit ses propres larmes tomber. « Elle va s'en sortir, » chuchota Nicolas. « Elle le doit. Elle a trop de raisons de vivre. Et si elle ne s'en sort pas ?» La voix de Léo était étouffée contre la poitrine de Nicolas. « Et si c'est la dernière fois que je la vois vivante ? Alors on l'affrontera ensemble, » dit Nicolas fermement. « Nous tous. Tu ne seras pas seul, Léo. Je te jure, quoi qu'il arrive dans cette salle, tu ne seras plus jamais seul. » Dans la salle d'attente, Lucas et Manon étaient assis rigides, regardant l'horloge. 8 heures. Début de la chirurgie. À 8h15, l'assistant du docteur Sylvie sortit. Première incision faite sur madame. Signes vitaux stables. Procédure comme prévu. À 9h30, une autre mise à jour. Rein retiré avec succès du donneur. Organe de qualité exceptionnelle. Début de la chirurgie du receveur. À 11h, silence. Pas de mise à jour. Juste l'attente. À 12h30, toujours rien. À 13h45, les portes de la salle d'attente s'ouvrirent brusquement. Le docteur Sylvie se tenait là, toujours en tenue chirurgicale, son masque baissé. Son visage était illisible. Tout le monde se leva. Nicolas, Léo, Lucas, Manon, même la poignée d'autres familles dans la salle d'attente semblaient retenir leur souffle. La chirurgie de Valérie s'est parfaitement déroulée, dit le docteur Sylvie. Aucune complication. Elle est en salle de réveil maintenant. Signes vitaux excellents. Elle fera un rétablissement complet. Le soulagement était palpable. Manon sanglota ouvertement. Les genoux de Lucas flanchèrent et il se rattrapa à une chaise. Et Sandrine ? La voix de Nicolas était stable malgré la peur qui le traversait. L'expression du docteur Sylvie changea pour quelque chose de compliqué. La chirurgie de Sandrine a été difficile. Son corps était plus compromis que nous ne le réalisions. Le nouveau rein est en place et fonctionne, mais ses autres organes ont subi des dommages importants dus à l'accumulation de toxines. Nous avons dû la réanimer 2 fois sur la table. Léo émit un son de pure angoisse. Mais le docteur Sylvie continua rapidement. Elle est vivante.
Elle est en soins intensifs. Les prochaines 72 heures sont cruciales. Si elle peut traverser ça, si son corps accepte le rein et que ses autres organes commencent à récupérer. Elle fit une pause. Elle a une chance. Une vraie chance. Est-ce que je peux la voir? Demanda Léo désespérément. Pas encore. Elle est sous sédation, intubée, étroitement surveillée. Mais bientôt, peut-être demain si elle reste stable. Et ma maman? La voix de Manon trembla. On peut la voir? Elle est réveillée et demande après vous. Venez. Ils suivirent le docteur Sylvie dans le couloir jusqu'à la salle de réveil. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir Valérie, pâle mais vivante, réveillée, sa main reposant sur son flanc bandé. Quand Manon et Lucas se précipitèrent, leur mère sourit faiblement. Je vous avais dit que je reviendrais. Tu l'as fait, maman, dit Lucas à travers ses larmes. Tu l'as sauvée. Tu l'as vraiment sauvée. Nous ne savons pas ça encore, dit Valérie doucement. Elle doit encore survivre. Mais je lui ai donné une chance. C'est tout ce que n'importe qui d'entre nous peut faire. Ses yeux trouvèrent Léo debout dans l'embrasure de la porte. Viens ici, mon grand. Léo s'approcha lentement, et Valérie tendit sa main libre. Ta mère est une battante, dit Valérie. Si elle a même une fraction de ton courage, elle s'en sortira. Et si elle ne s'en sort pas? Elle serra sa main. Si elle ne s'en sort pas, tu es toujours à nous. Tu es toujours de la famille. Ça ne change pas. Merci, chuchota Léo. D'avoir essayé, de vous être risqué, de faire ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Pour avoir choisi la compassion plutôt que la fierté, finit Valérie. Pour être la personne que je veux que mes enfants voient quand ils me regardent. Nicolas se tenait à la fenêtre, regardant sa famille fracturée se rassembler autour d'un lit d'hôpital, sa femme se remettant de la chirurgie, ses 3 enfants, tous les 3, unis dans l'espoir et la peur. Quelque part en soins intensifs, Sandrine se battait pour sa vie avec un rein qui venait de la source la plus improbable imaginable. Et Nicolas pria vraiment, pour la première fois depuis des décennies, pour la survie de Sandrine, pour le rétablissement de Valérie, pour le cœur de Léo, pour une seconde chance d'être l'homme dont ils avaient tous besoin qu'il soit. Heure 68 sur 72. Léo n'avait pas quitté la salle d'attente des soins intensifs depuis 3 jours. Il avait dormi sur des chaises, mangé de la nourriture de la cafétéria de l'hôpital que Lucas lui apportait, et fixé l'horloge comme s'il pouvait forcer le temps à aller plus vite ou plus lentement. Il ne savait plus ce qu'il voulait. L'état de Sandrine avait été des montagnes russes. Heure 12, la fonction rénale s'améliore. Heure 24, pic de fièvre, infection possible. Heure 36, respiration améliorée, ventilateur réduit. Heure 48, rythme cardiaque instable. Heure 55, production rénale excellente. Heure 62, activité cérébrale forte. Chaque mise à jour était un pile ou face entre espoir et désespoir. Léo. Le docteur Sylvie apparut et le cœur du garçon s'arrêta. Son visage était illisible. Tu peux la voir maintenant. Elle est réveillée. Le monde bascula. Réveillée? Nicolas se leva, sa main trouvant l'épaule de Léo. Elle est consciente. Consciente. Orientée et demandant son fils. Le sourire du docteur Sylvie perça enfin. Elle n'est pas encore hors de danger. Les prochaines semaines seront critiques, mais elle se bat. Et en ce moment, elle gagne. Léo courut. Il franchit les portes des soins intensifs, passa le poste des infirmières jusqu'à la chambre 4. À travers la fenêtre, il pouvait la voir, sa mère. Les yeux ouverts, le tube respiratoire retiré, sa main levée faiblement en signe de salut. Maman. Le mot s'échappa de lui alors qu'il se précipitait à ses côtés. Mon garçon. La voix de Sandrine était un murmure, rauque à cause de l'intubation, mais c'était la sienne. Mon garçon courageux, magnifique. Léo s'effondra contre elle, faisant attention au tubéophis, et sanglota. J'ai cru que je t'avais perdu. J'ai cru. Je sais, bébé. Sa main caressa ses cheveux avec des doigts tremblants. Mais je suis toujours là, toujours en train de me battre, toujours ta maman. Derrière eux, la famille se rassembla dans l'embrasure de la porte.
Les yeux de Nicolas s'emplirent de larmes. Il n'essayait plus de se cacher. Manon serrait la main de Lucas, tous deux souriant à travers leurs propres larmes. Et Valérie, bougeant encore avec précaution à cause de sa propre chirurgie, s'appuya contre le cadre de la porte avec quelque chose de doux dans son expression, quelque chose qui aurait pu être de la joie. « Madame. » Les yeux de Sandrine trouvèrent ceux de Valérie. « Vous êtes là. Où serais-je ailleurs ?» Valérie entra lentement dans la chambre. « Je vous ai donné une partie de moi-même. Je suis investie maintenant. » Le faible rire de Sandrine se transforma en tout. Quand elle récupéra, ses yeux étaient sérieux. « Je n'ai pas de mots pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez risqué. Alors n'essayez pas. » Valérie s'approcha du lit. « Vivez simplement. Vivez bien, vivez longtemps. Élevez ce fils incroyable qui est le vôtre. C'est comme ça que vous me remerciez. Je le ferai. » La voix de Sandrine se renforça. « Je vous promets que je le ferai. » Lucas s'avança, son assurance habituelle remplacée par quelque chose d'humble. « Mademoiselle Sandrine, je dois dire quelque chose. Ce que j'ai fait ce premier soir, ce que j'ai dit à Léo, c'était cruel, impardonnable. Je ne peux pas le retirer, mais je veux que vous sachiez. Je le vois maintenant. Je le vois vraiment. Et je vais passer le reste de ma vie à être le frère qu'il mérite. » « Tu le es déjà, » dit Sandrine doucement. « Léo m'a dit comment tu es resté avec lui pendant la chirurgie. Comment tu lui as apporté à manger. Comment tu l'as tenu quand il pleurait. » Ses yeux brillaient. « C'est ce que font les frères. Tu apprends. C'est tout ce que n'importe qui d'entre nous peut faire. » Manon s'approcha de Léo, passant un bras autour de son frère. « On est une famille maintenant. Nous tous. Bizarre et compliqué et un peu brisé, mais une famille. Les meilleures familles le sont généralement, » dit Sandrine. Les jours se transformèrent en une semaine. La fonction rénale de Sandrine se stabilisa. Ses autres organes commencèrent à guérir. Valérie se remit de sa chirurgie. La cicatrice sur son flanc un rappel permanent du jour où elle avait choisi la compassion plutôt que la fierté. 2 semaines après la chirurgie, Sandrine fut déplacée des soins intensifs vers une chambre normale. 3 semaines plus tard, elle fit sa première promenade dans le couloir de l'hôpital, Léo d'un côté, Nicolas de l'autre. 1 mois après la chirurgie, le docteur Sylvie se tenait dans la chambre de Sandrine avec son dossier et un sourire sans précédent. « Vos chiffres sont excellents. La fonction rénale est à 90%. Votre corps a accepté la greffe magnifiquement. Si vous continuez comme ça, » elle fit une pause pour les faits. « Vous rentrez chez vous dans 3 jours. » La célébration fut instantanée. Léo jeta ses bras autour de sa mère. Lucas et Manon applaudirent. Les épaules de Nicolas s'affaissèrent avec un soulagement qu'il portait depuis des semaines. Valérie, en visite avec un panier de fleurs, les posa soigneusement. « Chez vous à votre appartement ?» Sandrine secoua la tête. « En fait, Nicolas et moi avons parlé de ce qui est le mieux pour Léo, de lui donner de la stabilité, une famille, tout ce dont il a besoin. » Elle regarda son fils avec un amour infini. « Nous emménageons dans le pavillon d'invités du domaine du Val-de-Loire. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. « Vraiment ? » ?»« Vraiment, » confirma Nicolas. « C'est séparé. Ça vous donne à toi et ta maman de l'intimité et de l'indépendance. Mais vous serez proches. Assez proches pour les dîners de famille. Assez proches pour que Lucas t'apprenne le basket. Assez proches pour que Manon te force à regarder ses choix de films terribles. Et protesta Manon en riant. Assez proches pour être une famille, finit Nicolas. Si c'est ce que tu veux. Léo regarda sa mère, puis son père, puis ses frères et sœurs, puis Valérie. Cette famille compliquée, belle, brisée et en guérison. C'est ce que je veux, chuchota Théil. C'est ce que j'ai toujours voulu. Le jour de la sortie de Sandrine, toute la famille se réunit dans le hall de l'hôpital. Les infirmières qui avaient pris soin d'elle l'embrassèrent pour lui dire au revoir. Le docteur Sylvie serra la main de Valérie avec un profond respect, et Stéphane, le majordome de la famille, attendait avec la voiture. Alors qu'il marchait vers la sortie, Sandrine s'arrêta, se tournant vers Valérie une dernière fois. « Je ne pourrai jamais vous rembourser, dit-elle simplement.
Vous l'avez déjà fait. La main de Valérie se déplaça vers son flanc, vers la cicatrice sous sa blouse de créateur. Vous m'avez montré à quoi ressemble la vraie force, ce que signifie le sacrifice, ce que signifie faire passer un enfant en premier. Elle jeta un coup d'œil à Léo. Merci pour ce cadeau. Les deux femmes s'étreignirent brièvement, prudemment, mais sincèrement. Deux personnes qui auraient dû être ennemies, liées ensemble par l'acte de grâce le plus improbable. Dehors, le soleil printanier réchauffait l'air. Léo aida sa mère à monter dans la voiture. Lucas et Manon grimpèrent à côté d'eux, leurs voix se chevauchant avec des plans et des blagues et le chaos confortable des frères et sœurs. Nicolas se tenait avec Valérie, regardant leur famille élargie. On va s'en sortir, dit Valérie doucement. Tous ensemble, d'une manière ou d'une autre, convint Nicolas. Alors que la voiture s'éloignait du centre hospitalier de Tours, Léo regarda en arrière une dernière fois vers le bâtiment où sa mère avait failli mourir, où sa famille avait failli se briser, où tout avait failli s'effondrer. Mais, failli, n'importait plus. Ce qui importait, c'était la femme à côté de lui, vivante et guérissant, le père au volant, enfin présent, les frères et sœurs riants, enfin les siens. L'avenir devant, enfin possible. Ce qui importait, c'était que l'amour compliqué, désordonné, imparfait avait gagné. Et c'était suffisant.